Move Moritel, un monde nouveau vous appelle. Deux messages du président de la République, deux messages de condoléances adressés aux gardiens des lieux saints et au président américain. Une audience, celle accordée par le Premier ministre à la présidente de l'IMF, autrement dit l'Association internationale des maires francophones, c'était aujourd'hui. Une adoption, celle de deux projets de loi par l'Assemblée nationale, c'était aujourd'hui lors d'une séance plénière, donc présidée par le deuxième vice-président de cette Chambre. Tels étaient les principaux titres du journal et c'est parti. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 31 janvier 2025. Deux messages présidentiels de condoléances pour commencer, un adressé aux gardiens des lieux saints et l'autre adressé au président américain. Le message adressé à Sa Majesté Salman ben Abdelaziz Al Saoud, on doit voir les images, voilà. Saoud, roi d'Arabie Saoudite, est ainsi libellé. Majesté gardien des lieux saints, nous avons appris avec beaucoup de consternation et de tristesse la nouvelle du décès de l'émir Mohammed ben Fahd ben Abdelaziz Al Saoud. Dans cette douloureuse circonstance, j'adresse à mon nom personnel et au nom du gouvernement et du peuple mauritanien à votre majesté et à travers vous à la famille royale et au peuple saoudien, frères, mes sincères condoléances et vous exprime ma totale compassion, implorant Allah le Tout-Puissant d'entourer les défunts de sa vaste miséricorde et de l'accepter parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs, les justes, qu'Allah vous accorde ainsi qu'à la famille patience et consolation et qu'il vous protège dans ce monde et dans l'au-delà. Votre frère Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie. Quant au message adressé par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, au président des États-Unis d'Amérique, M. Donald Trump, eh bien, ce message est ainsi libellé. Excellence, nous avons appris avec une grande douleur la nouvelle de la collision entre un avion de passagers et un hélicoptère militaire à Washington, D.C., faisant de nombreuses victimes. À cette occasion, je vous exprime au nom du gouvernement et du peuple mauritanien et à mon nom propre le sentiment de douleur de cette grande perte que nous partageons avec votre Excellence et votre peuple ami. Je vous adresse également et à travers vous aux familles des victimes mes condoléances les plus attristées et ma sincère sympathie en souhaitant aux blessés un prompt rétablissement. M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie. Voilà donc pour ces deux messages de condoléances adressés par le président de la République, l'un au gardien des lieux saints et l'autre au président américain. La diplomatie, on y reste encore, cette fois avec cette audience accordée par le Premier ministre, M. Mokhtar Ould Ghai, à la maire de Paris, présidente de l'Association internationale des maires francophones, autrement dit la IMF. Ça, c'était ce matin, donc. Et on sait que Mme Anne Hidalgo se trouve actuellement en visite en Mauritanie à la tête d'une importante délégation. Et c'était l'occasion, donc,
de discuter et de passer en revue les relations d'amitié et de coopération entre la Mauritanie et la France, ainsi que le renforcement dans tous les domaines, en particulier l'action que peuvent jouer les communes francophones dans le renforcement du rôle des collectivités locales. Alors, dans quel cadre se situe cette visite et cette audience accordée par le Premier ministre à la présidente de l'AIM? Nous écoutons la réponse de Mme Anne Hidalgo. Nous sommes ici grâce à son initiative, reçue par le Premier ministre, ce qui est un honneur et qui montre à quel point la relation entre la France et la Mauritanie est étroite. Nous partageons des valeurs, nous partageons un travail commun, une ambition commune, et la Mauritanie joue un rôle essentiel dans cette région du Sahel avec son président et son Premier ministre, et nous sommes très très heureux à partir de l'action des maires, des villes, de l'Association internationale des maires francophones, de contribuer à cette ambition commune. Nous contribuons de différentes façons. D'abord à travers un partenariat bilatéral entre Nouakchott et Paris depuis longtemps, et un partenariat que nous allons aussi porter, renforcer sur des questions actuelles, qui sont les questions de décentralisation, mais aussi les questions écologiques, de dépollution des eaux, ou encore du tourisme, qui sont des sujets qui tiennent à cœur à ma collègue et amie Madame Fatimetou Abdelmalik. Et nous avons aussi une autre dimension de ce travail partenarial qui se fait à travers les maires francophones. Voilà, donc ça, c'était la présidente de l'AIMF, autrement dit l'Association internationale des maires francophones. Et c'était à l'issue de l'audience que lui a accordée ce matin le Premier ministre, M. Mokhtar Ould Ndiaye. Voilà pour cette page diplomatique consacrée en outre, donc, à cette audience, mais aussi à ces messages de condoléances adressés par le président de la République au gardien des lieux saints et au président américain. Après la diplomatie, la politique intérieure que nous commençons avec l'actualité parlementaire, marquée donc par l'adoption de 2 projets de loi. Aujourd'hui, c'était au cours d'une séance plénière présidée par le 2e vice-président de cette Chambre, et 2 projets de loi qui ont été présentés et défendus devant les députés par le ministre de l'Économie et des Finances. De quel projet de loi s'agit-il, Bokar Baïleba? Le premier projet de loi permet la ratification de l'accord portant création de la Banque africaine de l'habitat et du développement, approuvé par la 3e Assemblée générale extraordinaire tenue le 5 octobre 2023 en Algérie. Le second projet de loi permet la ratification de l'accord de paix signé le 27 novembre 2024 entre la Mauritanie et le Fonds OPEP pour le développement international, qui vise à contribuer à la transformation du projet d'interconnexion électrique entre la Mauritanie et le Mali et le développement des centrales solaires associées. Ainsi, les députés ont salué l'accord et son importance dans la consolidation de l'intégration économique au sein de notre environnement africain. Ils ont appelé le gouvernement à tirer profit au maximum de cette banque à travers le financement de projets de logement et la régulation du marché de la promotion immobilière. Ils ont appelé le gouvernement à intensifier les efforts pour augmenter le taux d'accès à l'électricité dans tout le pays. Devant les députés, le ministre de l'Économie et des Finances, Sidi Ahmed El Bou, a expliqué que le projet de loi relatif à la Convention de création de la Banque de développement de l'habitat en Afrique vise à redéfinir les missions de Shelter Afrique dont la Mauritanie fait partie. En d'autres termes, cela permet de répondre aux besoins croissants en matière de logement dans les zones urbaines et rurales de l'Afrique. Quant au projet de loi numéro 25005 qui permet la ratification de l'accord de paix signé le 27 novembre 2024 entre notre pays et le Fonds OPEP pour le développement international, destiné à contribuer à la transformation du projet d'interconnexion électrique entre la Mauritanie et le Mali et le développement des centrales solaires qui y sont associées,
Le ministre de l'Économie et des Finances a expliqué qu'au vu des énormes découvertes de gaz dans notre pays et du grand potentiel dans le domaine de la production d'énergie renouvelable, le gouvernement mauritanien ne vise pas seulement à réaliser l'accès universel à l'électricité d'ici 2030, mais cherche également à faire en sorte que notre pays devienne un leader régional dans le domaine de l'énergie et de la production d'hydrogène vert. Enfin, le ministre de l'Économie et des Finances a annoncé que grâce au volet gaz et hydroélectrique, le projet permettra l'électrification de 150 villages adjacents à la ligne électrique entre la Mauritanie et le Mali. Voilà, 2 projets de loi donc adoptés par l'Assemblée nationale. C'était aujourd'hui à l'issue d'une séance plénière. 2 projets de loi présentés et défendus devant les députés par le ministre de l'Économie et des Finances. Sa collègue de l'Action sociale de l'enfance et de la famille, elle, se trouve à l'intérieur du pays, notamment au Dode. Après Nema hier, la ministre se trouvait aujourd'hui à Youn, la capitale du Hod El Gharbi. Alors, sur les activités de la ministre, ici comme là-bas, eh bien, des précisions avec nos correspondantes régionales, des reportages compilés en français par Abdoulaye Demeba. À Ayoun, la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille a supervisé le lancement du programme spécial intégré pour le développement social de ces régions, ce qui rentre dans le cadre de la politique menée au profit des femmes en milieu rural et l'appui accordé aux franges démunies et personnes en situation de handicap. Il s'agit d'un financement de 58 projets d'activités génératrices de revenus pour les coopératives féminines des communes de ces régions. En plus, ce programme comprend aussi le transfert monétaire pour des centaines de familles démunies. Madame la ministre a aussi supervisé des sessions de formation dédiées aux monitrices et le programme de renforcement des capacités de 30 femmes dans le domaine de l'élevage et de la fabrication du savon. Madame Safi Aminata, ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, a indiqué que cette visite rentre dans le cadre de la mise en œuvre de la politique du gouvernement et constitue aussi une réponse aux demandes formulées par les femmes en milieu rural. Elle a par ailleurs précisé qu'elle rentre dans le cadre des déplacements qu'elle mène au niveau de l'intérieur du pays. La ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille s'est par ailleurs enquis du programme spécial dédié à la petite enfance qui constitue le volet éducation préscolaire au profit de 600 enfants démunis dont les frais de scolarité sont pris en charge par le département de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille. À Nema, elle a tenu une rencontre en présence des femmes des différentes communes de Sédoulaïa, ce qui a permis à Madame la ministre de s'informer des problèmes auxquels sont confrontées les femmes de cette région en matière d'autonomisation économique. Les femmes des différentes communes ont précisé avoir fait part de leurs problèmes en termes d'emploi, d'accès à l'eau, à l'électricité. Elles ont aussi indiqué avoir fait état de la nécessité de poursuivre la formation continue au profit des femmes et filles. Elles ont aussi demandé un appui de la part du département ministériel dans le cadre de leur coopérative féminine. Madame la ministre a pour sa part mis en avant la nécessité de mettre en place des structures afin de permettre aux femmes d'être productives. Voilà pour les activités de la MASEF, la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, ces dernières 24 heures, et au Hod de Charqi et au Hod El Gharbi. Sa collègue de l'environnement et du développement durable, elle était à Nouakchott et elle a présidé une cérémonie de décoration. C'était donc aujourd'hui, et c'est là au nom du président de la République. 3 fonctionnaires du ministère ont été décorés. Ainsi, Madame Simina Abdoulaye Ouagé, chargée de mission, a été décorée de chevalier de l'Ordre national des mérites. Mohamed Ali Har, chef de service reboisement, décoré de l'Ordre de reconnaissance nationale. Mohamed Ali Mohamed Septi, chef du secrétariat particulier de la ministre, a été décoré de la médaille d'honneur première classe. Et bien entendu, ces décorations entrent dans le cadre de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance nationale. Autre cérémonie, mais cette fois c'était hier soir, cette réception dont vous voyez les images,
donc cette réception organisée par l'ambassade du Soudan à Nouakchott à l'occasion de la célébration du 69e anniversaire de l'indépendance soudanaise. Et c'était en présence d'une délégation gouvernementale conduite par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération africaine et des relations des Mauritaniens de l'extérieur, ainsi que d'autres hauts responsables du ministère des Affaires étrangères. L'occasion pour le diplomate soudanais de souligner l'importance des relations qui lient le Soudan à la Mauritanie. Une réception donc à l'ambassade soudanaise à l'occasion du 69e anniversaire de l'indépendance nationale de son pays, c'était hier soir. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. À la suite du journal avec un atelier, une rencontre, un atelier, une visite, une clôture et un colloque. La rencontre, c'est celle organisée au ministère de l'Économie et des Finances et qui a réuni autour du ministre délégué chargé du budget, les représentants du système des Nations Unies ainsi que les partenaires. Alors, l'objet de cette rencontre est que vise-t-elle? Élément de réponse avec Bokar Baïleba. La Mauritanie et le système des Nations Unies mutualisent leurs efforts pour créer un meilleur cadre de vie pour les réfugiés maliens dans notre pays. Illustration, c'est la tenue de cette rencontre de présentation du plan de réponse et de résilience pour ces réfugiés. Un plan qui traduit l'engagement constant du gouvernement mauritanien à assurer une protection efficace et une prise en charge adéquate des populations déplacées tout en renforçant la résilience des communautés hôtes. La Mauritanie a entrepris d'importants efforts pour assurer une prise en charge efficace des réfugiés. Le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires, a mis en œuvre des politiques inclusives visant à garantir aux réfugiés un accès aux services sociaux de base et à favoriser leur intégration dans les systèmes nationaux de santé, d'éducation et de protection sociale. Les infrastructures dans les zones d'accueil ont été renforcées et des initiatives ont été lancées pour promouvoir l'autonomisation économique des réfugiés et des communautés hôtes. L'ampleur des besoins dépasse cependant les seules capacités nationales. Le Haut-Charqi, qui accueille la majorité des réfugiés, est une région où les infrastructures existantes peinent à répondre à la pression démographique croissante. L'accès à l'eau, à la santé et à l'éducation reste un défi majeur et les communautés hôtes partagent des ressources limitées avec les réfugiés. Pour le système des Nations Unies, la situation de ces réfugiés met en évidence la nécessité d'une approche plus résiliente et plus inclusive au-delà de l'assistance directe. Notre approche pour 2025 repose sur une stratégie intégrée qui vise à renforcer la résilience. En 2024, plus de 30% du budget du plan de réponse est alloué à la sécurité alimentaire, reflétant l'urgence de la situation. Cependant, bien que les distributions alimentaires et les transferts monétaires restent essentiels pour les populations les plus vulnérables, notre ambition, à nouveau, est de dépasser l'aide humanitaire d'urgence et investir dans des solutions durables et inclusives. Ça implique une approche qui combine l'aide humanitaire avec le renforcement des moyens de subsistance, également, bien sûr, l'autonomisation économique, encore une fois, non seulement pour les nouveaux arrivants, mais aussi pour les communautés d'accueil. À noter que le plan de réponse et de résilience pour ces réfugiés s'articule autour de 3 axes majeurs. Amélioration des conditions de vie des réfugiés en accédant aux services essentiels, renforcement de la résilience des communautés hôtes et appui à la stabilité et à la cohésion sociale. Voilà, le reportage de Bokar Baïleba a été marqué par 2 interventions. La première, c'était celle de M. Nguénor Kodioro Haruna, qui est ministre délégué chargé du budget, et la seconde, celle de M. Alexander Houyin, qui est représentant de la FAO, mais en sa qualité dans cette cérémonie d'aujourd'hui, donc en sa qualité de représentant du système des Nations Unies.
L'atelier que j'ai annoncé tout à l'heure, en annonçant la deuxième partie de ce journal, c'est un atelier organisé par le Commissariat aux droits de l'homme à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, atelier lancé aujourd'hui à Nouakchott au profit de la société civile, des organisations de la société civile et au niveau de Nouakchott et au niveau de Dakhlit Nouadhibou. Que vise cet atelier? Réponse avec Abdoulaye Demeba. Cet atelier vise à renforcer les capacités des organisations de la société civile dans le cadre du développement local. Il bénéficie aux plateformes régionales de la société civile des wilayas de Nouadhibou et de Nouakchott. Les participants ont suivi des présentations sur la structuration, l'organisation interne, la gouvernance des plateformes, entre autres. Le commissaire adjoint aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, Rassoul Hal, a affirmé que l'objectif de ces rencontres est, entre autres, d'aider ces différentes plateformes dans le cadre de l'élaboration de plans d'action pour le développement local. Il a en outre salué le rôle des organisations de la société civile dans le cadre du développement. Mohamedou Oulsidi, président du Forum des acteurs non étatiques, a exprimé sa satisfaction de prendre part à cet important atelier. Par ailleurs, il a exprimé ses remerciements à l'endroit du commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile pour cet atelier utile dans le domaine du renforcement des capacités des organisations de la société civile. L'ambassade de France est ravie de pouvoir contribuer à cette action. Aujourd'hui, le programme concerté pluriacteur Graines de citoyenneté, porté par le groupe de recherche et de réalisation pour le développement rural, le GRDR, et financé par l'Agence française de développement, l'AFD, poursuit ce travail de coopération entre la France et la société civile mauritanienne. En tant que membre de droit du comité de pilotage, le commissariat est un partenaire majeur de ce programme concerté pluriacteur. Je félicite également à nouveau le commissariat pour sa plateforme numérique FEDAI, inaugurée en juin dernier et élaborée suite à la promulgation de la loi numéro 2021-004 relative aux associations, aux fondations et aux réseaux. Rappelons que ces rencontres s'étalent sur 3 jours. Et dans le reportage que nous venons de suivre, celui qui est intervenu, intervenant donc en français, c'était M. John Maurice Saldo, qui est représentant de l'ambassade de France. Donc renforcer les capacités des organisations de la société civile au niveau des wilayas de Nouakchott, mais aussi de la wilaya de Dakhlit Nouadhibou, tel est l'objectif de cet atelier dont nous venons de parler. Eh bien, le rôle de la société civile, il en est beaucoup question ces jours-ci à Nouakchott, à l'occasion, vous le savez, de la conférence, de la deuxième phase de la conférence internationale sur les collectivités locales au Sahel. Cette conférence qui a démarré hier ici à Nouakchott, organisée par la région de Nouakchott et l'AIMF, autrement dit l'Association internationale des maires francophones, l'AIM, dont la présidente en compagnie de la présidente du conseil régional de Nouakchott ont visité, toutes les deux ont visité donc aujourd'hui des sites au niveau de Nouakchott, lesquels, c'est ce que va nous dire Bokar Bayleba. Cette visite est une occasion pour la maire de la ville de Paris et présidente de l'Association internationale des maires francophones de mettre en lumière, aux côtés de la présidente de la région de Nouakchott, Mme Fatimetou Mint Abdelmalik, le pacte d'amitié et de coopération qui lie Paris et Nouakchott depuis 2022 et de faire le point sur le principal projet de coopération qui porte sur les enjeux liés à la sécurité alimentaire. D'ailleurs, c'est tout le sens de la visite du site du PK17, un exemple d'aménagement d'un site d'agriculture urbaine qui a inspiré le projet de coopération sur lequel la ville de Paris travaille avec la région de Nouakchott. Sur place, Mme Anne Hidalgo a été édifiée sur les efforts déployés par la région de Nouakchott à travers cette ferme maraîchère. L'institution travaille d'ailleurs à promouvoir le maraîchage, autrement dit, des jardins dans le périurbain et contribuer ainsi à l'effort de la souveraineté alimentaire. La maire de Paris a également visité un projet dédié à l'autonomisation des femmes vulnérables en leur offrant des opportunités économiques et sociales. Là aussi, elle a reçu des informations détaillées
dans le domaine de la promotion de l'autonomisation des femmes à travers des activités génératrices de revenus. Voilà donc pour ces visites effectuées aujourd'hui par la présidente de l'AIMF, qui est en même temps maire de Paris, en compagnie de la présidente du conseil régional de Nouakchott. Donc parmi les sites qu'ils ont visités, des périmètres donc maraîchers. Et nous restons dans le domaine de l'agriculture dont il a été beaucoup question ces derniers jours à Rosso dans le cadre de la première phase de la première édition du Salon de l'agriculture pour la jeunesse. Eh bien, ce salon, cette première édition a été clôturée aujourd'hui donc à Rosso, la capitale du Trarza. Bilan de ce salon avec notre correspondant permanent là-bas, Mokhtar Baba Ahmedou, compte rendu travaillé en français par Abdoulaye Demeba. 3 jours durant, les étudiants de l'Institut supérieur d'enseignement technologique de Rosso ont échangé avec leurs camarades et jeunes ayant pris part à ce salon de l'agriculture. En plus des présentations, des stands ont été érigés pour partager avec les participants et visiteurs les expériences réussies dans ce domaine qui ont facilité la mise en place de chaînes de production. Les étudiantes ont indiqué avoir été informées du fonctionnement des projets dans le domaine de l'agriculture, particulièrement le financement de projets agricoles dans le cadre de l'entrepreneuriat. Elles ont affirmé avoir suivi des présentations dans cette optique. Elles ont aussi précisé que c'est la première fois que se tient à Rosso une activité liée à l'agriculture de cette ampleur. Elles ont salué le dynamisme des jeunes de ces régions. Au cours de cette cérémonie de clôture de cette première édition du Salon de l'agriculture, le Wali Moussaï du Trarza a affirmé que cet événement a permis de nouer des partenariats, de s'imprégner de ce secteur. Il a en outre indiqué que des résultats probants ont été obtenus qui permettront de renforcer la contribution du secteur agricole au développement du pays. Le directeur général de l'Institut supérieur d'enseignement technologique de Rosso a pour sa part salué la tenue de ce salon tout en mettant en avant la place et le rôle des initiatives agricoles dans le cadre de l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Voilà, ça c'était la cérémonie de clôture donc de cette première édition de ce salon de l'agriculture pour les jeunes qui vient de se tenir à Rosso, la capitale du Trarza. Les images que vous voyez, ce sont celles d'un colloque organisé par le Centre arabo-africain pour les médias et le développement. C'était hier soir, un colloque culturel intitulé « Coopération médiatique, culturelle et économique entre la Mauritanie et l'Égypte ». C'était l'occasion pour le président de ce centre que vous voyez sur les images d'indiquer que l'organisation de ce colloque est le résultat de rencontres et de dialogues entre son institution et le centre El Hiwar, en vue de promouvoir la coopération économique et culturelle entre la Mauritanie et l'Égypte. Justement, le directeur du centre Hiwar, lui aussi, a déclaré que son centre accorde une grande importance au partenariat stratégique et économique entre les deux pays. Et c'est sur donc ce colloque culturel organisé par ce centre que se termine ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Voilà, ce sont les 2 messages de condoléances adressés par le président de la République au gardien des lieux saints et au président américain. Ici, nous sommes à la primature qui a abrité aujourd'hui une audience accordée par le Premier ministre à la présidente de l'AIMF, l'Association internationale des maires de France, et en même temps maire de Paris. Audience accordée ce matin. Ici, nous sommes dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale qui a tenu aujourd'hui une séance plénière. L'occasion pour les députés de discuter et d'adopter 2 projets de loi qui étaient défendus et présentés devant eux par le ministre de l'Économie et des Finances. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 21h30. Bonsoir.